Tout a commencé par un joyeux texto de groupe. Long week-end. J'ai hâte de vous avoir tous à nouveau sous le même toit. Cœur rouge, apportez votre appétit. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. Trop de points d'exclamation, trop de culpabilité préchargée. Mais je voulais croire que ce serait différent, cette fois. Que peut-être, enfin, nous passerions un week-end sans ces rappels subtils que j'étais un bruit de fond dans ma propre famille. Cela faisait des mois que je n'étais pas rentré, plus longtemps que d'habitude. Entre un travail exigeant, les factures de thérapie, et cette confiance que j'essayais de reconstruire, une brique fissurée à la fois, rentrer à la maison n'avait pas été une priorité. Mais le texto avait cette fausse chaleur qui vous fait remettre en question vos propres limites. Alors, j'ai fait un petit sac, choisi un vin que je pouvais à peine me payer, et acheté une de ces tartes hors de prix de la boulangerie que maman aimait tant. La route était longue et grise, avec des arbres nus, des routes humides, le genre de temps qui s'accroche à vos manches. Pourtant, j'ai essayé de me laisser porter par la nostalgie, par ces virages que je pouvais prendre les yeux fermés, par les vieilles stations de radio qui s'évanouissaient et revenaient. Quand je me suis garé dans l'allée, j'ai d'abord remarqué la voiture de Trevor. Lustrée, évidemment, et probablement plus récente que la mienne d'1 an, même s'il n'a pas vraiment besoin de conduire pour son travail. On ne m'avait pas dit qu'il serait là lui aussi, mais j'aurais dû m'en douter. Il y a toujours de la place pour Trevor. J'ai frappé une fois et je suis entré. La maison sentait le romarin et les pommes de terre rôties, une convivialité si intense qu'elle en devenait une arme. Maman était dans la cuisine, portant le tablier que je lui avais offert il y a 3 Noëls. Elle ne m'a pas remarqué tout de suite. « Te voilà enfin », a-t-elle finalement dit, agitant une cuillère en bois comme si j'interrompais une émission de cuisine. Soit un amour aimait la table. On prend l'apéritif dans le salon. J'ai laissé mon sac dans l'entrée, enjambé un amas de chaussures dépareillées, et je suis allé chercher la pile d'assiettes sur le thème des fêtes, celle qu'elle ne sort que 2 fois par an. Ma photo de terminale était autrefois accrochée au-dessus de la cheminée. Elle avait été remplacée par un miroir faussement rustique qui disait « La famille, là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais ». Trevor était déjà sur le canapé, un verre à la main, les jambes confortablement écartées comme si l'endroit lui appartenait. Il m'a fait un sourire paresseux et un salut à 2 doigts. « Je ne savais pas que tu serais là », a-t-il dit, sans méchanceté. Juste avec indifférence. Nous avons échangé des banalités autour d'amandes grillées et de brie achetées en magasin. Trevor a régalé l'assemblée avec les récits de son récent poste de consultant, comment il cartonnait avec sa dernière présentation, quoi que cela veuille dire. Maman riait bruyamment. Papa hochait la tête comme s'il comprenait chaque mot à la mode. Finalement, j'ai demandé où je devais poser mes affaires. Maman a hésité. Ah, oui, c'est vrai. Alors, Trevor prend ta chambre ce week-end. Il a cet entretien lundi, et il voulait un endroit calme pour se préparer. J'ai attendu alors on t'a préparé une place à l'étage, ou on t'a installé un lit de camp. Rien n'est venu. Alors, où est-ce que je dors? Le garage, c'est bien, a dit papa rapidement. On a dégagé un coin. Il suffit de déplacer les cartons. Ce n'est que pour quelques nuits. J'ai ri, pensant qu'il plaisantait. Il ne plaisantait pas. Le garage, ai-je répété. C'est plus propre que ça en a l'air, a dit maman, comme si c'était un réconfort. On a juste besoin que Trevor soit bien reposé. Tu comprends? Bien sûr. Je comprenais que j'étais la variable d'ajustement. L'élément en trop, le premier à être déplacé quand leur pièce de puzzle préférée se présentait. Je n'ai pas discuté, j'ai juste hoché la tête et me suis discrètement éclipsé pendant que Trevor se lançait dans une autre histoire. Le garage sentait le carton, lui les 20 ans de poussière. J'ai déplacé un râteau, un ballon de basket à moitié dégonflé et une pile de bacs de rangement juste pour faire de la place à la mince couverture que j'avais apportée pour un pique-nique imaginaire. Je l'ai posé sur le béton et je me suis assis, les genoux ramenés contre ma poitrine. De l'étage, je pouvais entendre leur rire. Trevor racontait probablement l'histoire de son séjour imprévu à Paris. Le cri ravi de maman. Le rire grave de papa. Personne n'a demandé si j'avais besoin d'une couverture supplémentaire. Personne n'a vérifié si la lumière fonctionnait. Personne n'a remarqué que je n'étais pas à table. J'ai tiré la couverture sur mes épaules et je me suis adossé au mur. Le béton était froid.
Le silence, plus froid encore. Mais à cet instant, ce qui m'a le plus frappé, ce n'était ni le froid, ni le sol en béton. C'était de réaliser que ce n'était pas un oubli. C'était une habitude. Et j'avais enfin cessé d'en être surpris. Le deuxième matin était plus froid que le premier. Le sol en béton du garage avait une façon de conserver le froid de la nuit, comme un secret que les murs ne voulaient pas libérer. Je me suis réveillé, tout raide et silencieusement humilié, clignant des yeux vers le plafond comme s'il pouvait s'excuser de la tournure des événements. Dehors, j'entendais les oiseaux. Dedans, je n'entendais rien. Personne n'est descendu pour voir si j'avais survécu à la nuit. Je me suis brossé les dents dans la salle de bain du bas, celle qui était la mienne avant de se transformer en un placard de rangement glorifié. Le miroir était strié de traces d'eau séchée, et l'une des lumières au-dessus vacillait à chacun de mes mouvements. Dans la cuisine, Trevor était déjà en train de manger. Œufs brouillés, toast à l'avocat, café au lait d'avoine, clairement préparé par les mains de quelqu'un d'autre. « Salut », dit-il sans lever les yeux. « Salut », ai-je répondu. « Bien dormi ?» J'ai hésité. Bien sûr. Le garage a un vrai charme minimaliste. Il a gloussé. Ah, ouais. Je me souviens d'y avoir dormi une fois au lycée. Ça forge le caractère. Il a dit ça comme si nous étions des vétérans de guerre échangeant nos souvenirs de tranchées. Mais je ne m'étais pas porté volontaire pour cette mission. J'avais été enrôlé tardivement, et sans bottes. Maman est arrivée du garde-manger, s'essuyant les mains sur un torchon. « Tu as déjà mangé, mon chéri ?» Elle regardait Trevor. Il a hoché la tête, la bouche pleine. « Merci, Anne-Marie. C'est excellent. » Elle a souri et lui a ébouriffé les cheveux, comme s'il avait 12 ans et ne venait pas de déloger son propre enfant. « Eh bien, je voulais que tu prennes un bon petit déjeuner avant de préparer ton entretien. C'est un grand jour. » Puis, elle s'est tournée vers moi. « Si tu as faim, il reste des céréales. » Des céréales ? J'ai vérifié le placard. Des branflaques. Pas de lait. Pas de commentaires. Plus tard, pendant que Trevor répétait sa présentation dans le salon, avec force, gestes et jargon d'entreprise, j'ai essayé de lire sur la terrasse arrière. J'arrivais à peine à me concentrer. Les mots sur la page flottaient comme des pensées déconnectées. À l'intérieur, j'entendais maman glousser comme si elle assistait à un séminaire de réseautage, demandant « Et tu dirais vraiment ça devant un vice-président ?» Vers midi, papa a crié « Et, ça te dérangerait d'aider Trevor à déplacer la voiture ? Il est bloqué. » Pas « Peux-tu aider avec quelque chose ?» Ni « J'ai besoin d'un service. » Juste « Fais ça. » J'ai déplacé la voiture de Trevor. Il n'est même pas sorti. Dans l'après-midi, j'ai réalisé que ma tasse de café avait disparu. Celle que j'avais apportée de mon appartement. Noir mat, avec un bord ébréché. Mes initiales en dessous. Elle était sur le comptoir, avec une autre cuillère à l'intérieur et du rouge à lèvres sur le bord. Et, ai-je demandé en la tenant. Quelqu'un a utilisé ça ? Oh, je pensais qu'elle était vieille, a dit maman, sans lever les yeux de son téléphone. Trevor en avait besoin d'une pour son expresso. C'était la mienne. Eh bien, maintenant c'est juste une tasse, a-t-elle dit, et elle a tourné la page de son magazine comme si ça n'avait aucune importance. Au moment du dîner, j'avais à peine parlé. Personne n'a remarqué. Trevor a régalé tout le monde avec l'histoire de son premier patron qui lui avait dit qu'il avait une énergie de PDG naturelle. Mon père lui a donné une tape dans le dos, comme s'il venait d'être à nouveau accepté à Harvard. Ma tante, la mère de Trevor, a appelé en FaceTime et tout le monde s'est pressé autour du téléphone pour lui dire bonjour. Personne ne m'a passé le téléphone. Personne ne m'a rien demandé. Finalement, je me suis levé, j'ai vidé mon assiette dans la poubelle, et je l'ai rincée tranquillement. Personne n'a interrompu sa conversation. Personne n'a demandé où j'allais quand j'ai quitté la pièce. Dans le couloir, je suis passé devant le placard de l'entrée et j'ai remarqué quelque chose qui y était suspendu. Ma vieille veste universitaire, toujours là après tout ce temps. Toujours à moitié zippée, comme si quelqu'un avait eu l'intention de la ranger dans une boîte sans jamais le faire. J'ai passé la main sur la manche et j'ai pensé à tous les matchs auxquels il n'était pas venu. À toutes les choses que j'avais faites seul cette année-là.
Elle sentait encore vaguement la sueur et le pain. J'ai presque failli la prendre avec moi. Mais j'ai réalisé qu'elle ne m'allait plus. Pas seulement la taille, mais l'histoire, la place que j'occupais autrefois. C'était un costume, maintenant. Un que je n'avais plus besoin de porter. De retour dans le garage, je me suis couché tôt. Je n'ai même pas essayé de veiller. Pas de scrolling, pas de lecture, juste le regard fixé sur l'obscurité comme si elle avait quelque chose à dire. Et peut-être qu'elle en avait. Peut-être que le silence commençait à ressembler moins à une punition et plus à un espace. Comme la première note claire d'une chanson que je n'avais pas réalisé être en train de jouer. Une chanson qui n'avait pas besoin d'être forte pour être vraie. Je me suis réveillé le 3e jour, pas vraiment reposé, mais lucide. Le genre de clarté qui n'arrive pas d'un coup, mais qui s'infiltre comme une lumière lente sous une porte verrouillée. Le béton sous moi avait maintenant une forme. J'avais cessé de m'ajuster. Mon corps s'était adapté au froid, comme si renoncer à essayer de dormir confortablement signifiait que je pouvais enfin dormir tout court. Ma couverture sentait les pneus de voiture. Le seul bruit était celui d'un manche à balai qui tapait contre le côté d'une boîte en carton chaque fois que le chauffage se mettait en marche. En entrant dans la maison, je les ai entendus avant de les voir. Trevor qui riait. Maman qui lui proposait plus d'œufs. Papa qui lisait quelque chose sur son téléphone, la fierté dans la voix. Probablement un titre sur les startups ou le réseautage, ou n'importe quel sujet que Trevor leur faisait croire important. Personne n'a dit bonjour. Je ne m'y attendais pas. Je suis resté dans la cuisine une bonne minute avant que quelqu'un ne reconnaisse ma présence. Maman a jeté un coup d'œil. Oh, tu es levé. Il y a du pain de mie quelque part. J'ai fait du café. Pas avec ma tasse, qui avait de nouveau disparu, mais avec une tasse ébréchée sur laquelle était écrit « Tente numéro 1 », même si nous n'avions pas de tante vivant dans la maison. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai bu en silence. Trevor avait réquisitionné la table de la salle à manger, son ordinateur portable ouvert, des papiers étalés comme les plans d'une grande mission. J'ai jeté un œil à l'un d'eux et j'ai vu une proposition pour une idée d'application. Quelque chose sur la révolution de la planification pour les freelances. Il a levé les yeux, m'a surpris en train de lire. Oh, ça, c'est juste la phase initiale. Naïf, évidemment, non, ai-je dit. Évidemment, a renchéri maman. N'est-ce pas passionnant? Il travaille avec des gens sur 3 fuseaux horaires. Je me suis demandé s'il savait que j'avais récemment reconstruit un système d'intégration défaillant à mon travail, réduisant de moitié le temps de traitement. Probablement pas. Je n'en avais pas parlé. J'avais appris il y a longtemps que mon travail semblait moins impressionnant quand j'en parlais calmement, sans jargon ni histoire impliquant des dîners coûteux. J'ai emporté mon pain de mie dehors. Les planches de la terrasse grinçaient sous mes pieds. L'air froid sentait le pain et la pluie résiduelle. Je me suis assis sur la marche supérieure et j'ai mangé lentement, en regardant un écureuil déterrer quelque chose pour le réenterrer 10 secondes plus tard. Ça ressemblait à une métaphore que je n'avais pas envie de déballer. Plus tard dans la journée, je suis entré dans le salon et j'ai trouvé Trevor assis sur le canapé, portant mon sweat à capuche. Mon sweat? Celui de l'université? Gris, doux, un peu étiré aux manches. Je ne l'avais pas encore porté ce week-end, mais il était dans mon sac de sport. Et, ai-je dit prudemment. Il est à moi. Il a baissé les yeux. Oh, c'est vrai? Désolé. Je pensais que c'était un vieux truc qui traînait. Non, ai-je dit. Il était dans mon sac. Il a haussé les épaules, puis a continué à le porter. Ce soir-là, je suis allé me promener. Pas loin, juste dans le quartier, devant les mêmes maisons que j'avais l'habitude de voir à travers les vitres de la voiture. Certaines avaient une nouvelle peinture. Une avait déjà des lumières de Noël, clignotant en rouge et vert doux, même si nous n'étions qu'en novembre. Je suis passé devant mon ancienne école primaire et je me suis assis sur un banc près du terrain de basket. Un gamin s'entraînait au lancer franc sous une lumière vacillante. Il en ratait la plupart. Ça n'avait pas l'air de le déranger. J'ai pensé à ce que ce serait si je ne revenais tout simplement pas pour les prochaines vacances. Pas par dépit. Pas en signe de protestation. Juste zapper, tranquillement. Et si je ne faisais pas de sac la prochaine fois?
Et si j'arrêtais de supposer qu'il voulait de ma présence de manière significative? De retour à la maison, je suis allé au garage tôt. Personne n'a remarqué. Personne n'a demandé où j'avais été. J'ai allumé le radiateur d'appoint que maman s'était finalement souvenue de me proposer, puis je me suis assis sur le bord de mon lit de fortune et j'ai ouvert mon application de notes. J'ai commencé à taper un budget, un calendrier, une liste de clients freelance que je pourrais contacter. Pas pour quitter la maison pour toujours, juste pour construire quelque chose qui ne nécessitait la permission de personne pour exister. Le radiateur que maman avait apporté bourdonnait comme une guêpe et chauffait à peine mon coin du garage, mais je l'ai laissé allumer quand même. Il faisait juste assez de bruit pour me distraire du silence à l'étage. J'avais arrêté de regarder mon téléphone. Je ne voulais pas voir le chat de groupe familial. Je ne voulais pas entendre papa crier d'en haut « On commence un film » et faire semblant que j'avais déjà été inclus dans l'invitation. Je n'étais pas amer. Plus maintenant. Juste calme. Mon application de notes avait pris de l'ampleur au cours des dernières 24 heures. Ce qui avait commencé comme une simple liste était devenu autre chose, un plan. J'avais des projections de revenus, des contacts pour des projets, et même quelques idées brutes sur ce à quoi une vie professionnelle plus flexible pourrait ressembler. Je ne cherchais pas à fuir, juste à redessiner les contours. La maison était devenue plus bruyante autour de moi, même si je m'en éloignais de plus en plus. Trevor utilisait maintenant la salle de bain du couloir parce que la pression de l'eau est meilleure. Sa valise s'était en quelque sorte étendue dans le placard partagé. Mon sac de sport avait été déplacé près de la porte du garage, comme si on s'attendait à ce que je comprenne l'allusion. Au petit déjeuner, il ne restait plus de café, plus d'œufs, juste des miettes et un mot sur le frigo qui disait « De retour bientôt ». Course. Bisous. J'ai mangé du pain demi-sec. Assis dehors à nouveau, avec un sweat qui n'était pas le mien, car le mien était toujours sur le dos de Trevor. Depuis la terrasse, je pouvais entendre les oiseaux se disputer dans l'arbre au-dessus de la cabane. Ils avaient plus leur mot à dire dans cette maison que moi. Cet après-midi-là, j'ai erré dans le jardin. Je ne l'avais pas prévu. C'est juste arrivé. La balançoire était toujours là, maintenant rouillée et emmêlée dans une vigne. La clôture du fond portait encore les initiales que j'avais gravées à 11 ans, à moitié cachées sous des années de peinture et d'intempéries. Mes doigts ont effleuré le bois, doux avec l'âge, familier. J'ai marché jusqu'au coin du jardin où se trouvait la cabane, non verrouillée comme toujours. À l'intérieur, l'air était moisi mais calme. Une tondeuse à gazon était appuyée contre le mur du fond, à côté d'une rangée d'outils de jardin. Dans un coin, une vieille chaise de camping rouge dont je me souvenais m'être assis pendant un feu d'artifice, une fois, avant que Trevor ne me pousse pour la prendre en prétendant avoir besoin d'une meilleure vue. Même à l'époque, je m'étais simplement levé et je la lui avais laissée. Ce souvenir est revenu sans colère, juste comme une observation. Je me suis assis à nouveau dans la chaise et j'ai regardé à travers la fenêtre poussiéreuse. La maison se dressait juste après le jardin, semblant lumineuse et chaleureuse de l'extérieur. Mais maintenant, je savais. Je savais ce que signifiait être proche du feu, sans jamais être autorisé à sentir sa chaleur. Ce soir-là, j'ai sauté le dîner. Personne n'a remarqué. Ils ont fait des hamburgers. Je les ai sentis depuis le garage, même à travers le mur. Quelqu'un a fait tomber une bouteille, du verre s'est brisé, et tout le monde a ri. J'ai attendu qu'on m'appelle. On ne m'a pas appelé. J'ai mangé le mélange de fruits secs que j'avais laissé dans mon sac et j'ai terminé une autre page de mon plan. À 22 heures, le garage me semblait plus être chez moi que la chambre où j'avais grandi. Au moins ici, je ne m'attendais pas à être vu, et cela rendait les choses plus faciles. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé des annonces de studio. Pas des endroits glamour, juste des lieux propres, des pièces aux murs blancs avec des serrures qui fonctionnent, des cuisines avec des placards vides que je pourrais remplir moi-même. Certains avaient des briques apparentes. D'autres avaient des parquets éraflés juste assez pour prouver que quelqu'un y avait dansé un jour. J'ai imaginé me réveiller dans un de ces endroits. Faire un café qui n'a pas été volé. Entendre le silence parce que je l'ai choisi, pas parce qu'on m'a oublié. Pour la première fois, cette pensée ne ressemblait pas à un souhait. Elle ressemblait à une direction. Le ciel était déjà sombre quand je suis retourné au garage ce soir-là. Quelques étoiles clignotaient entre les nuages.
Le vent s'était levé, faisant cliqueter un morceau de revêtement lâche près du toit, comme une pièce de monnaie coincée dans un distributeur automatique. J'ai zippé ma veste, me suis assis sur la fine couverture, et j'ai regardé la pièce dans laquelle je ne m'attendais pas à vivre. C'est drôle comme quelque chose d'indésirable peut commencer à vous appartenir, simplement parce que personne d'autre n'a pris la peine de le réclamer. J'avais ramené une petite lampe du placard du couloir. Celle dont papa disait toujours qu'elle était trop faible pour être utile. Elle était maintenant posée sur une caisse en plastique à côté de moi, projetant une lueur chaude et douce sur les boîtes de rangement et les rallonges. Je n'avais pas réalisé à quel point un éclairage qui ne bourdonne pas comme une mouche mourante m'avait manqué. À l'étage, les rires traversaient le plancher. Je ne pouvais pas entendre les mots, juste le rythme. Des assiettes qui s'entrechoquent. Quelqu'un qui chante faux. Trevor, probablement. Il devenait toujours plus bruyant à mesure que les gens l'écoutaient. Je me suis allongé et j'ai fixé le plafond. Les poutres apparentes ressemblaient à des côtes. Tout dans cette maison semblait avoir des os, mais pas de cœur. J'ai pensé à quel point il aurait été facile de dire quelque chose, de les affronter au dîner, de crier, d'exiger mieux. Mais cela aurait signifié que j'attendais encore quelque chose d'eux. Et la vérité, c'est que ce n'était plus le cas. Je voulais juste la paix. J'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois et j'ai fixé l'annonce de l'appartement, un studio avec un vieux parquet et un radiateur, du genre qui claque la nuit et vous fait vous sentir moins seul. Il y avait une laverie automatique à 2 rues et un café qui ouvrait tôt. Ce n'était pas grand-chose, mais il y avait une porte que je pouvais fermer sans demander la permission. J'ai cliqué. Planifier une visite. Je n'ai pas réfléchi. Je l'ai juste fait. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais prêt. De retour dans la maison, les lumières avaient baissé. La télévision du salon diffusait quelque chose de bruyant et de rapide. Des explosions, probablement. Le genre préféré de papa. Je me suis demandé s'il pensait que j'allais simplement réintégrer le bercail comme je l'avais toujours fait. Que je porterais les sacs, nettoierais la cuisine, rirais poliment aux blagues de Trevor jusqu'à ce que je devienne assez petit pour qu'on m'oublie à nouveau. Je me suis demandé s'il se souviendrait même de ce week-end dans un mois. Dans un coin du garage, j'ai trouvé un vieux sac de sport que j'avais oublié. En toile vert armé, déchiré à une extrémité. J'y ai mis l'essentiel, ordinateur portable, journal, chargeur, portefeuille, sweat à capuche. Le reste, je pouvais le remplacer. Avant de le fermer, j'ai glissé la chaise de camping de la cabane à l'intérieur. Pas parce que j'en avais besoin, juste parce qu'elle était à moi. Puis, j'ai pris une feuille de papier de la poubelle de recyclage et un crayon mal taillé sur l'établi du garage. Je n'ai pas écrit de lettre. Pas de grands adieux, juste une ligne au milieu. Merci de m'avoir rappelé que j'avais besoin de partir. Pas de signature, pas de salutation. Je l'ai plié et l'ai laissé sur la couverture. Je ne l'emporterai pas avec moi. La maison était devenue silencieuse maintenant. Une lumière encore allumée à l'étage. Probablement Trevor, consultant ses emails, se préparant à conquérir une autre pièce qu'il n'avait pas méritée. J'ai éteint la lampe, enfilé mon manteau, et ouvert la porte du garage à la main, lentement, pour qu'elle ne grince pas et ne réveille personne. L'air de la nuit m'a frappé au visage comme une vérité. Vif, simple, réel. Mon souffle s'est transformé en buée dans le froid et je suis resté là un instant, tenant le sac, laissant le froid s'installer dans mes manches. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas triomphant. Juste calme. La rue était déserte. Ma voiture était garée sous une fine couche de feuilles, attendant patiemment comme si elle savait que ce moment allait arriver. J'ai glissé le sac sur la banquette arrière, démarré le moteur, et j'ai reculé hors de l'allée, les feux éteints, jusqu'à ce que j'atteigne le coin de la rue. C'est seulement là que je les ai allumés. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur, non pas parce que j'avais peur de ce que j'y verrais, mais parce que je le savais déjà. L'appartement n'était pas encore prêt. Je ne pouvais emménager que le week-end suivant, au plus tôt, mais je ne retournerais pas là-bas, pas même pour une nuit. Alors, j'ai réservé une location de courte durée. Le genre d'endroit avec des sols éraflés et des stores encombrants qui ne fermaient pas tout à fait. Une cafetière sans couvercle, un miroir de salle de bain légèrement de travers. Ce n'était pas grand-chose, mais il y avait 4 murs, une serrure, et surtout,
personne qui s'attendait à ce que je me fasse plus petit pour mériter mon petit déjeuner. Je me suis réveillé sur un futon qui grinçait à chaque respiration. La lumière du soleil s'étirait sur le sol en longues lignes chaudes. Il m'a fallu un moment pour réaliser que je n'attendais pas de bruit de pas au-dessus de ma tête. Il n'y avait pas de frères et sœurs à éviter. Pas de cousins occupant mon espace. Pas de règles tacites sur lesquelles j'allais trébucher avant midi. Juste de l'espace. J'ai fait bouillir de l'eau et les verser à travers un filtre en papier en équilibre sur une tasse ébréchée. Le café avait meilleur goût que toute la semaine. Je me suis assis sur le bord du lit, les genoux relevés, la vapeur s'enroulant autour de mes doigts. Pour la première fois depuis des jours, personne n'avait besoin que je bouge. Personne n'avait besoin que j'explique où j'avais été ou pourquoi j'étais si silencieux. C'était comme respirer à plein poumon. J'ai ouvert mon téléphone et vérifié mes emails. Quelques réponses de freelance arrivaient au compte-gouttes. 2 refus polis, un peut-être, un prometteur. Je les ai classés dans des dossiers et j'ai souri. Même ce tri des rejets me semblait meilleur que de prétendre être à l'aise dans une maison qui avait cessé de me demander si je l'étais. Le texto de groupe bourdonnait toujours. Je ne l'ai pas lu, j'ai juste vu l'aperçu. Où es-tu passé? Ça va? Tu es déjà parti? Trevor en avait envoyé un aussi. Et, frérot. Sans rancune, hein? Je crois que ta mère est un peu inquiète. J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai posé le téléphone face contre table. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'avais pas envie de jouer l'interprète entre moi et des gens qui ne m'avaient jamais laissé la place de parler. Je me suis habillé, j'ai marché quelques rues, et j'ai trouvé un restaurant avec une enseigne rouge délavée et un vieux néon qui bourdonnait comme s'il essayait de raconter une blague de 1983. La serveuse m'a appelé, chérie, sans me regarder et a rempli ma tasse de café sans me le demander. La table était légèrement bancale, ce que j'ai corrigé avec un sachet de sucre sous le pied. J'ai commandé des pancakes avec du vrai sirop. À mi-chemin, j'ai regardé autour de moi. Personne ne connaissait mon nom. Personne ne s'attendait à ce que je tienne une conversation. Personne ne m'a demandé de changer de place ou de céder quoi que ce soit. Et pourtant, j'avais ma place. Pas parce que je l'avais mérité, mais parce que j'étais là. Quand je suis sorti, l'air froid ne semblait pas punitif. Il était vivifiant. Clarifiant. Le monde paraissait un peu plus gris, mais d'une manière qui rendait plus facile de voir ce qui comptait. Je suis rentré avec un café à emporter et j'ai rouvert mon ordinateur portable. J'ai envoyé un email de suivi, modifié mon portfolio, regardé le curseur clignoter sur une page blanche, puis j'ai commencé à taper une biographie, un petit texte de présentation, une déclaration d'intention qui ne sonnait comme la voix de personne d'autre. Dans un coin, une petite araignée tissait une toile entre 2 cadres de fenêtre. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a juste construit là où il y avait de l'espace. Je n'ai pas regardé mon téléphone de toute la journée. En soi, cela ressemblait à un acte de rébellion, ou peut-être juste de résistance, une résistance tranquille. Le genre où rien n'explose, mais où tout change. Au moment où j'avais terminé ma 2e proposition de projet de la matinée et préparé une 2e cafetière dans la machine à moitié cassée, j'ai réalisé que la lumière, dans cet endroit, frappait différemment. Pas plus douce, pas plus chaude, juste moins filtrée, plus honnête. La façon dont le matin se présente quand il n'a personne à impressionner. Les stores ne fermaient pas correctement, alors des bandes de soleil couraient le long du mur, comme des rappels que la journée se déroulait encore. Que je réponde ou non. Un message vocal non lu. C'était maman. Je ne l'ai pas écouté. La transcription suffisait. On vient de remarquer que tu n'étais pas là au dîner. Ça va? On a fait quelque chose? Oui. Et oui. Mais ce n'étaient pas les questions dont elle voulait vraiment les réponses. Plus tard, un autre est arrivé. Celui-ci, de papa. La prochaine fois, dis quelque chose. D'accord? Tu n'es pas obligé de disparaître. Mais je n'avais pas disparu. Je m'évanouissais lentement depuis des années. Il regardait juste, enfin, là où j'avais l'habitude d'être. Trevor a de nouveau envoyé un texto. Et mec, je crois que j'ai peut-être dépassé les bornes. Désolé si j'ai rendu les choses bizarres. Ce n'était pas bizarre. C'était habituel. Et je n'étais pas en colère contre Trevor.
Pas vraiment. Le problème n'était pas lui. C'était une dynamique familiale si profondément enracinée dans la préférence que personne ne remarquait le poids qu'elle faisait peser sur le reste d'entre nous. C'était ce qui arrive quand on vous demande toujours de vous décaler, de déplacer vos affaires, de céder votre place. Finalement, vous arrêtez de vous asseoir à table. Vers midi, je suis sorti pour marcher jusqu'à un parc voisin. C'était calme, que des arbres nus et des écureuils qui faisaient des tours autour des bancs vides. J'en ai trouvé un sous un lampadaire rouillé et je me suis assis avec une tasse de thé que j'avais prise en chemin. Le manchon en carton était trop lâche, alors je l'ai doublé. Un couple est passé avec un golden retriever portant une petite veste. Le chien a aboyé une fois, mais le couple a ri et a fait un signe de la main. J'ai souri en retour. Là, dans ce calme, je me suis souvenu d'un souvenir que je n'avais pas touché depuis des années. Mon 8e anniversaire. Trevor avait eu un panier de baskets. J'avais eu des chaussettes. Tout le monde avait oublié que je détestais l'orange. C'était la première fois que je m'étais senti comme un invité à ma propre fête. J'avais l'habitude de penser que des moments comme ça n'avaient pas d'importance. Qu'ils étaient mesquins, petits. Mais les petites choses s'accumulent pour former de grands silences. Et le silence, lorsqu'il s'étire trop longtemps, devient une distance que vous ne pouvez pas combler sans brûler une partie de vous-même juste pour jeter un pont. J'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé l'appel manqué de maman, puis celui de papa, puis le texto de Trevor. Personne n'avait dit « Je suis désolé que tu aies dû dormir dans le garage ». Personne n'avait dit « Tu n'aurais pas dû être celui qui a été déplacé ». Ils avaient seulement dit « Pourquoi tu n'as rien dit ?» Comme si je ne l'avais pas fait. Comme si des années de conformité silencieuse ne comptaient pas. Comme si on n'écoutait que lorsque les gens crient. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de texto. J'ai tapé quelques mots. Je les ai effacés. Puis, à nouveau, j'ai tapé, fait une pause, effacé. Finalement, j'ai juste fermé l'application et remis le téléphone dans ma poche. Pas par mesquinerie, mais parce que parfois, le silence est la réponse la plus claire. À la fin de la semaine, l'appartement était prêt. Les clés ont tinté dans ma paume comme une ponctuation. Le propriétaire n'a pas dit grand-chose, il a juste remis le dossier et marmonné quelque chose sur les jours de nettoyage des rues. J'ai hoché la tête, signé là où il fallait, et je suis entré. C'était petit, carré, une longue fenêtre donnant sur une ruelle remplie de bruit de la ville, des camions de livraison, des talons sur le pavé, quelqu'un jurant dans un micro-casque. Les murs étaient nus. Le frigo bourdonnait trop fort. Et la salle de bain avait une porte qui ne fermait pas tout à fait, à moins de tirer fort. Mais quand je me suis tenu au centre de la pièce, entouré de rien d'autre que de possibilités, j'ai réalisé que c'était à moi. Pas hérité, pas emprunté. Pas une chambre de seconde main, construite sur la générosité de quelqu'un d'autre. Juste à moi. La première chose que j'ai faite, c'est de brancher mon ordinateur portable et de le poser sur le comptoir. La deuxième, c'est de prendre une profonde inspiration. Non pas parce que j'étais dépassé, mais parce que j'avais l'impression d'avoir enfin l'espace pour le faire. Personne n'avait relancé. Pas d'appel frénétique. Pas de coup à la porte. Juste un fossé lent et grandissant entre nous. Le genre de fossé qui ne vient pas d'une dispute spectaculaire, mais d'un millier de petites choses que personne n'a jamais pensé à réparer. Et il ne me manquait pas. Je n'aspirais pas à une conclusion. Je ne rejouais pas les conversations dans ma tête, me demandant si j'étais allé trop loin. Je n'étais pas parti pour prouver quelque chose. J'étais parti parce que rester aurait signifié continuer à expliquer ma présence à des gens qui ne remarquaient jamais quand je quittais la pièce. Un matin, je suis passé devant une friperie à quelques rues de là et je suis entré. J'ai trouvé une petite étagère en bois sombre, éraflée au coin, mais solide. Je l'ai ramenée sous mon bras. Elle penchait légèrement quand je l'ai posée, mais j'aimais ça. J'ai placé une bougie dessus, une photo, un carnet. Pas de trophée, pas de souvenir, juste le début d'une nouvelle étagère dans une pièce d'où personne ne m'avait jamais expulsé. Plus tard ce soir-là, j'ai ouvert mon application de notes et j'ai relu mon plan. Une grande partie était désordonnée, ambitieuse, incertaine, mais une ligne se démarquait, écrite au premier jour du garage. Peut-être que je n'ai plus besoin de demander de l'espace. Peut-être que je peux juste le prendre. J'ai copié la phrase sur un post-it et l'ai collé sur le frigo.
Il s'est légèrement recourbé sur les bords, comme s'il savait qu'il resterait là un moment. Le dernier message que j'ai reçu de la maison est arrivé un dimanche. C'était une photo de la table du dîner, dressée pour 5, une chaise vide. Trevor était en plein rire. Le sourire de ma mère semblait fatigué. La main de mon père était floue alors qu'il attrapait le sel. La légende disait, « Ça nous a manqué de t'avoir ici ce soir. » J'ai fixé la photo un instant, puis j'ai posé le téléphone sur l'étagère à côté de la bougie. Je n'ai pas ressenti l'envie de répondre, parce que ce qui leur manquait, ce n'était pas moi. C'était ma complaisance, ma chaleur, mon silence, la façon dont je remplissais toujours la chaise sans qu'on me le demande. La façon dont je relançais la conversation quand elle faiblissait. La façon dont je pardonnais les choses avant même qu'elles aient un nom. Ce qui leur manquait, ce n'était pas moi. C'était la commodité que je représentais. Et je n'étais plus là pour être commode. Cette nuit-là, j'ai éteint les lumières de mon nouvel appartement et je me suis assis près de la fenêtre. Dehors, un couple se disputait à propos de plats à emporter. Un vélo de livraison est passé en trombe. Un gamin a crié « Attends !» au bout de la rue et Harry. C'était désordonné, bruyant, réel, et j'y appartenais d'une manière dont je n'avais jamais appartenu aux pièces les plus calmes de la maison. Personne ici ne m'avait fait de la place. Alors, je l'ai faite moi-même. Et je l'ai remplie de lumière, de souffle, de ce genre de paix qui n'a pas besoin de permission.